Bon, vous allez être content parce que l'autre jour, j'ai une copine qui est venue à la maison et il se trouve que son mari avait son drone dans la voiture. C'était pas du tout prévu. Je leur ai pas dit tout de suite que j'étais la petite Artie dans la prairie. Donc bon, peut-être que s'ils reviennent, on pourra faire des trucs un peu plus ciblés. Là, il a juste voulu me montrer, donc je l'ai pas, voilà, j'ai pas trop guidé le truc. Mais ça va quand même vraiment vous permettre de vous rendre compte en fait de l'organisation du terrain. Donc ma maison, elle est ici. Et en fait, ma parcelle à moi, c'est tout ce que vous voyez là, ici, là. Il y en a un petit peu caché, mais peut-être qu'on le verra tout à l'heure quand on avancera dans la vidéo, puisque c'est une vidéo, là, hein, c'est pas une photo. Et voilà, et ça s'arrête ici, à peu près. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment c'est foutu et les parcelles autour, comment c'est agencé, parce qu'en fait, comme nous, c'est tout un hameau familial. Hein. Je veux dire, tout ça, là, tout, et même derrière, là, en fait, c'est que des membres de ma famille. Donc en fait, bien sûr que on profite un peu les uns des autres. C'est-à-dire que s'ils ont besoin d'un truc, ils vont le chercher chez moi. Moi, mon oncle, des fois, quand vous voyez mes brebis en pâturage tournant, des fois, elles sont là, dans cette partie. D'ailleurs, là, vous voyez que cette zone-là, elle est un petit peu plus... elle n'est pas pareille que les autres en fait. Ben, ça c'est parce qu'on venait juste de faire pâturer en fait dans la journée, c'était cette zone-là en fait. Donc je les mets ici. Là c'est le verger des cousines de ma mère, donc pareil, je mets aussi les brebis et les chèvres dans cette partie-là. C'est un verger, c'est aussi là où on a ramassé les prunes cet été, enfin une partie des prunes puisque les autres c'était les nôtres. Et voilà. Ensuite ici, donc ça vous le verrez sûrement dans les vlogs prochains, avec mon oncle. Donc ça c'était une partie à mon oncle où il y avait des tilleuls qu'il a fait couper et il veut pas que ça repousse en fait. Donc il m'a demandé de mettre mes chèvres là pour qu'elles mangent les repousses et que ça fasse mourir les souches. Donc ici en fait on a tout clôturé avec mon oncle en grillage pour que les chèvres puissent être là et aussi pour isoler mes mères que je dois pas refaire reproduire l'année prochaine pour pas avoir les mêmes problèmes que j'ai eu cette année. Donc ici, là, j'ai une petite parcelle aussi où je mets les moutons, les brebis, mais qui n'est pas à moi. Donc ma maison ici, c'est on va dire le cœur de notre terrain, quoi. C'est quand même le lieu de vie principal. Donc vous voyez que la route, elle arrive comme ça, donc elle passe partout, mais il y a une route qui arrive ici. Donc nous, en fait, ça commence par le garage et puis ensuite il y a les pièces de vie, mais la route arrive directement devant le garage. Ça, c'est une partie communale. Et ensuite, donc ça, c'est une grange. Moi, j'ai pas le bas, ça c'est aux cousines de ma mère. Moi, j'ai que le haut de cette grange. Mais heureusement, en fait, la route, elle remonte ici, vous voyez. Et donc, nous, la partie du haut, on n'a pas besoin de monter autant de marches qu'on aurait dû si c'était à ce niveau-là. On peut rentrer directement dedans. Donc, dans cette grange, nous, on y stocke tout le foin, le grain qu'on utilise pour les brebis, c'est-à-dire l'orge, et tout le concassage et la miette, puisqu'en fait, les poussins, la poussinière, c'est dans le garage, donc c'est dans la partie qui est le plus par là. Et donc, du coup, il faut que ce soit juste à côté. Sinon, l'autre stock de grains, il est ici, à côté du poulailler, pour qu'en gros, on n'ait pas beaucoup de chemin à faire. Donc, pour remplir ce stock de grains, c'est très facile, puisque là, vous voyez, il y a la route. Donc, on rentre avec la Golf, là, par la porte ici. On vient jusque là, on remplit les bidons. Et pour là-bas, c'est pareil, on passe par cette route-là, on recule la remorque jusqu'à la porte. En fait, il se trouve que la porte, elle est vraiment au niveau du haut de la remorque. Il n'y a que 3 marches pour monter. Donc c'est pareil, c'est facile de charger le grain là. De la même manière, le foin, en fait, quand ils arrivent avec le tracteur et la remorque remplie de foin, ils montent là, donc là, en fait, il faut imaginer qu'ici, là, c'est une pente, en fait. Donc, il monte ici, il gare le tracteur là, et la remorque, en fait, le haut de la remorque, il arrive directement en haut il y a 2 fenêtres, en fait, en haut, et donc, on peut charger le foin super facilement, plutôt que si on était au sol, en fait. Si on était au même niveau, il faudrait descendre les bottes pour les re-empiler. Alors que là, non, en fait, c'est vraiment au même niveau, donc c'est assez pratique. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être logistique du foin et du grain. Donc cette grange, comme elle est en indivision, je peux pas faire trop ce que je veux. Il y aurait pas mal de choses à faire et voilà, moi j'aimerais bien avoir ces granges-là, mais pour l'instant c'est pas d'actualité quoi. Mais donc c'est pour ça que je fais pas grand-chose dans cette grange parce que je sais pas encore si je vais la garder parce que c'est vrai que l'indivision c'est un statut assez compliqué quand on commence en fait à s'éloigner dans les branches de l'arbre généalogique et qu'on se retrouve avec des gens finalement qui sont de plus en plus éloignés, ça peut être compliqué pour les générations futures. Donc je sais pas encore si on va garder ce statut-là.
Dans cette grange, on a aussi plein de stockages, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui va concerner la miellerie, les ruches, donc les ruches, les hausses, tout le matériel d'apiculture, nos tenues, l'extracteur qui est dans un carton pour qu'ils ne prennent pas la poussière, etc. On a toute une partie aussi avec des palox dans lesquels on a mis toutes les planches, les chutes de grandes planches, puisque les petites chutes sont dans l'atelier au garage. Donc toutes les grandes planches, on a un palox pour toutes les chutes de grillage, on a un palox pour les piquets, que ce soit grand piqué, petit piqué, de toutes sortes en fait. On a aussi des gros bidons dans lesquels on met toute la ferraille. On a un bidon pour tout ce qui va être les plastiques, enfin les PVC, style pour les gouttières ou pour les tuyaux d'évacuation. Et on a aussi un gros stock de fenêtres et de volets et pas mal de bazar aussi, des choses qui restent de mon grand-père que pour l'instant j'ai pas eu l'occasion en fait de faire quelque chose avec parce que j'ai pas le temps quoi, mais que peut-être plus tard j'aurai le temps de m'y intéresser, des charrettes, des tarards, des choses comme ça. Le fait d'avoir un terrain en pente, c'est vraiment quelque chose qui est très avantageux parce que on peut se servir en fait de la gravité pour transporter toute l'eau. Donc nous, on a la chance en plus d'avoir la maison en haut du terrain, donc toutes les eaux de toiture, sachant qu'il y a une grosse surface, vont pouvoir être récupérées pour être emmenées plus bas. Et pareil, la source, on a la chance qu'elle arrive en haut du terrain. Donc en fait, on se sert de cette gravité. De même, la grange, les zones de stockage, le garage, tout ça, c'est en haut du terrain. Donc quand on doit descendre le grain, le foin à la brouette, en fait, c'est super facile de le descendre parce que en poussant la brouette dans la pente, ça va tout seul. On n'a pas besoin de forcer. Et en fait, quand on remonte à vide. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ça serait l'inverse. Ça serait déjà beaucoup plus compliqué, en fait, de le faire en brouette manuelle. Enfin, en brouette à humain, on va dire. Et là, on aurait peut-être plus intérêt à avoir d'autres types de machines pour nous faciliter. Là, on a vraiment cette chance-là qui nous facilite énormément. On a aussi une autre chance, c'est que notre terrain, que ce soit en haut ou en bas, il est accessible par une route communale, donc qui est entretenue, qui est goudronnée et où on peut faire le circuit en voiture, que ce soit par le haut, par le bas, il n'y a pas de problème. On a aussi la chance d'avoir le garage qui est collé en fait directement à la route communale également. Donc en fait pour la logistique c'est très facile. Avec le tracteur on peut béner le bois en fait juste devant le garage. Alors je vous montrerai le garage et la grange séparément. Déjà parce que la grange il y a quand même beaucoup de bazar. Et le garage il y a vraiment beaucoup trop de choses à dire pour que ça puisse être abordé dans cette vidéo. Elle est déjà hyper longue. Mais en gros le garage on va y stocker pas mal de matos qui craignent un petit peu. Contre le vol quoi en fait et on a toute la partie du haut avec l'atelier avec pareil toutes les machines, ça on peut pas le mettre dans la grange parce que la grange c'est quand même plus facile à voler sans qu'on s'en rende compte et à l'étage en dessous l'atelier vous allez avoir tout ce qui va être poussinière et stockage du bois puisqu'en fait la chaufferie est juste à côté du garage en fait contre les pièces de vie et ça permet de charger la chaudière avec le bois qui est directement dans le garage. Dans le garage, on y loge à peu près 30-40 stères. Voilà. Donc ensuite, de ma maison, vous avez ici l'enclos des canards. Bon, ça, normalement, vous reconnaissez parce que vous voyez souvent, je pense que vous voyez à peu près par rapport à la maison où ça se situe. Donc l'enclos des canards, il est ici. La source que vous m'avez vue aller déboucher là, dans la forêt, elle arrive ici, là où il y a mon curseur. Et ici, il y a la mare numéro 1 qui récupère normalement les eaux de toiture, mais de ce côté-là, en fait. Actuellement, on l'a vidé parce qu'on est en train de le refaire et le but aussi, c'est de faire un trop-plein qui va se vider dans la mare numéro 2 qui est celle des canards. Actuellement, en fait, j'ai mis un T ici à la source. Donc, en gros, il y a un côté qui va au canard, un côté qui peut aller soit dans la mare, soit brancher un tuyau d'arrosage. Et donc, actuellement, il n'y a que la partie canard qui fonctionne. Donc, l'eau, elle arrive là. Ensuite, elle descend ici. On voit encore le trajet là. Et en fait, elle va se perdre là. Elle n'arrive pas encore à aller jusque-là parce qu'il y a toujours des trous de rats ou des machins dans lesquels ça vient s'infiltrer. Et pour l'instant, ça n'arrive pas à aller jusqu'ici. Donc ici, vous voyez qu'il y a un ruisseau. Je vous montrerai tout à l'heure d'où il vient. Mais on a aussi cette deuxième source d'eau différente. Dans les autres sources d'eau, en fait, j'en profite pour vous montrer vraiment toutes les différentes organisations, que ce soit l'eau, etc. Ça peut être intéressant. Donc l'eau, on a une cuve ici qui récupère toute cette toiture-là. Celle-ci, elle me sert à arroser la serre, puisqu'en fait, là,
vous le voyez pas encore très bien, mais en fait, on est en pente. Tout est vachement en pente. Il y a au moins 2 mètres de dénivelé entre ici et là. Donc, avec la gravité, cette cuve-là arrose ma serre vraiment bien et toute cette partie ici. Malheureusement, j'ai pas encore assez de débit pour arroser vraiment super fort. Là, ça va en cette saison, mais ça fait un peu plus sec et qu'il faudra arroser en grande quantité. Là, je risque d'avoir des problèmes. Donc là, j'ai commandé une pompe avec des panneaux solaires pour remonter l'eau du ruisseau pour arroser cette partie-là, puisqu'on a vachement agrandi le potager. Et cette année, je n'ai vraiment pas assez de matière pour pailler, ou alors, il faut que j'achète de la paille, quoi. Mais je veux dire, j'ai pas assez de matière sale et souillée pour pailler autant que je voudrais. Donc ça va sûrement s'assécher très vite. Enfin, je vais avoir un problème avec les mauvaises herbes, à mon avis. Bref, donc ça, c'est pour l'eau. Et on a aussi un IBC ici que vous voyez qui est tout noir. Donc ça, comme ça, c'est bien, ça prend pas les algues, puisque ça, c'est pour l'abreuvement des animaux. Avant, on n'avait pas le ruisseau et il peut être tari l'été. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a ce plan B, on va dire, enfin même plan C entre la source, etc. Il est orienté nord-ouest. En fait, l'ouest est là et le nord est par là. Comme ça, il n'est pas trop non plus au soleil pour pas que ça chauffe trop l'eau. On a aussi un autre IBC qui est caché, qui est là, qui est blanc par contre, on ne l'a pas recouvert. Donc c'est vrai, lui, il va faire des algues, mais c'est pas grave parce que c'est pour le potager. Voilà pour ce qui est de l'eau. Donc ensuite, ici, on a toute la parcelle des moutons et des brebis quand ils vont faire leurs petits. Donc là, elle est vraiment en surpâturage. Et là, ça se voit. Enfin là, c'est criant. C'est criant. On voit que ça, en fait. On voit que la terre, elle est pas ouf. Enfin, on voit que l'herbe est pas verte, quoi, parce qu'elle est coupée. Là, c'est comme un golf, hein, franchement. Bon, là, Abdel, il avait tondu. Donc, c'est pas très jojo non plus. Mais sinon, au bout de 2-3 jours, là, c'est super vert. C'est super beau. Et voilà, on voit très bien autour, là, que toutes les parcelles environnantes sont beaucoup plus vertes qu'ici. Donc là, c'est une parcelle que je sacrifie l'hiver, en fait, puisque tout le monde revient ici. En tout cas, toutes les mères reviennent là pour être bien à l'abri, bien sous surveillance, pour que s'il y a les petits, il n'y ait pas de problème. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces parcelles? Oui, donc ici, nous avons tout le potager, mais on le reverra mieux tout à l'heure. Donc là, c'est surtout pour vous montrer en fait les environs, pour que vous compreniez. Donc ici, c'est une parcelle de mon oncle où il y a des chevaux. Voilà, donc tout ça, en fait, c'est là où vous me voyez évoluer, hein, quand vous me voyez ramasser les champignons dans la forêt, me balader. Ça, c'est un étang aussi que vous voyez des fois dans les vidéos. C'est dans cet étang que se jette en fait mon ruisseau. Alors, ah oui, si, ça, attendez, on revient en arrière un tout petit peu parce que ça, faut que je vous le raconte, c'est drôle. Alors, il faut que je vous raconte un truc là. Je voulais pas raconter avant parce que ça m'avait tellement vexée que j'étais pas en mesure de vous le raconter. J'étais vraiment trop énervée par ce jour-là. Mais là, il faut que je vous le raconte parce que là, je vais pouvoir vous expliquer bien comme il faut. Donc vous avez vu, donc ça c'est le bout de mon terrain où il y a les brebis et tout. Et là-bas, c'est le terrain où il y a les vaches, les chèvres, où vous voyez le nouveau terrain qu'on a débroussaillé là, celui de 4 hectares. Donc au tout départ, mes vaches, elles étaient là, vous vous souvenez. Et en fait, on devait amener les vaches de là à là, ce qui n'est pas très loin. En fait, le seul endroit tendancieux, c'était ici, là, au croisement. Et en fait, donc mon grand-père, il était là-bas, au 2e croisement. Moi, Abdel était devant à guider et moi, j'étais derrière pour pousser, en fait. Et on avait mis mon père ici. Oui, papa, je sais que tu regardes la vidéo. Tout le monde va savoir ce que tu as fait. Donc mon père, il était là. Il avait juste à se mettre en plein milieu et à faire peur à la vache, en fait. Sauf que, donc tout le monde avance ici, là, et la vache Loline, là, vous savez, celle qui a le cœur sur la tête, elle est un peu faux-folle, et elle est super peureuse. Et surtout que là, c'était au début qu'on les avait, donc elles étaient encore plus peureuses. Elle voit mon père, elle voit la tête de quelqu'un de nouveau, ça lui fait peur. Au lieu de partir par là, elle part, en fait, elle monte dans le fossé, là, et elle passe à côté de mon père. Bon, mon père n'a pas trop l'habitude de gérer les vaches. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de la repousser, il monte dans sa voiture et il n'a rien trouvé de mieux à faire que de poursuivre la vache en voiture. Donc bien sûr, la vache, elle passe par là, elle court, elle continue. Et mon père, il est derrière et la vache, elle rentre ici. Là. Donc en fait, ça, c'est un pré de mon oncle. Il fait 11 hectares. Vous allez voir, il est immense. Donc mon père poursuit la vache, toujours en golf. Les golfs, c'est très, très résistant dans les champs, je vous garantis. Donc la golf, elle passe là, comme ça, dans le champ. Et puis après, bon, je crois mon père, il s'arrêtait et tout. Bref, la vache, perdue là-dedans.
Donc moi, en fait, quand je suis arrivée en courant, parce que d'abord j'ai dû ramener tout le troupeau à destination, l'autre vache, les moutons, tout allait bien, et puis Abdel et mon père étaient partis poursuivre la vache, quoi. Donc je mets tout le monde là-bas, je reviens, et on trouvait pas la vache en fait. Et moi je me suis dit, c'est bon, elle est partie là dans la forêt, ça va être la catastrophe, on va jamais la retrouver et tout. On a cherché la vache super longtemps. Et en fait, en y retournant, oui, on a dû ramener l'autre vache ici pour la tirer, etc. Et en fait, la vache, elle s'était cachée là, en fait. Vous voyez, tout ça, là, c'est un espèce de gros carré de genêt, et elle s'était cachée là. Et impossible de la faire sortir. Dès qu'on s'approchait, elle se cachait là. Alors là, ça a été vraiment horrible, hein, pendant 2 jours. Hein. Et au final, mon oncle a réussi à l'attraper avec un copain à lui. Mais alors là, je vous dis, on a vraiment galéré. Hein. On a même cru qu'on allait devoir appeler le veto pour qu'il endorme avec des flèches, quoi. Donc, là où vous me voyez souvent pêcher, c'est ici. Et vous me voyez aussi chercher les champignons là-dedans. Là. Donc tout ça, c'est la forêt de mon oncle, c'est pas la mienne. Voilà. Là, d'ailleurs, on va avoir des éoliennes. Donc ça m'embête vraiment, parce qu'elles vont être vraiment juste à côté de la maison. Et en plus, elles sont au sud par rapport à nous. Donc j'espère que le projet va pas être accepté, parce que ça va vraiment nous porter préjudice. On n'est qu'à 800 mètres, quoi. Donc là aussi, c'est toute une partie où vous me voyez arpenter, chercher les champignons, chercher les trucs comme ça. Toute cette partie-là, ça c'est ma forêt à moi, où vous me voyez des fois où je fais couper du bois. Ça c'est une partie qui a déjà été coupée, mais c'est en train de repousser. Voilà, donc tout ça c'est ma forêt à moi, et celle-là c'est celle de mon oncle. Ensuite ici, donc ça c'est un deuxième étang où vous me voyez souvent pêcher. Et là-bas, par là, c'est de là que vient la source qui arrive à la maison. Donc après, il y a l'exploitation de mon oncle. Donc il est en bovin. Ça, je vous montre pas parce que bon, c'est un peu quand même. Je vais pas montrer son truc, quoi. C'est un peu personnel. Alors, sur cette vue ici, on voit un petit peu mieux le jardin. Donc en fait, j'ai une première partie ici, c'est la partie que je vous appelle le jardin ornemental. C'est-à-dire que ma grand-mère, elle se pose beaucoup là, en fait, pour passer ses journées. Et nous, quand on reçoit du monde ou quoi, on se pose souvent là. Et en fait, c'est vraiment une partie où je vais mettre le plus de fleurs possible. Et il y a des comestibles, mais en gros, c'est des comestibles qui sont jolis, quoi. C'est pas des cultures, voilà. Donc là, il y a quand même pas mal de petits fruits, de fruitiers, de choses à manger, mais c'est pas le but premier. Là, le but premier, c'est vraiment l'esthétique. Alors je vous fais une mini coupure pour vous montrer en fait dans la partie ornementale quelques comestibles. Je vais pas tous vous les montrer, j'essaierai de vous refaire une vidéo visite du jardin. Mais ici par exemple, on a un amélanchier. Vous voyez, il va faire des baies style myrtille. Ça marche beaucoup mieux chez nous que les myrtillers. Et de toute façon, c'est un arbre, donc il y a beaucoup plus de baies. Et il est vraiment dans un parterre où il va y avoir à la fois des choses qui vont faire des fleurs. Ici, on a un néflier du Japon. Donc, dans notre climat, normalement, ça va pas marcher, la fructification. Mais les feuilles sont quand même sympas et ça garde ses feuilles l'hiver. Donc, ça peut être sympa dans votre jardin. Et si vraiment vous avez une année très clémente, ça peut faire quelque chose de bien. Ici, on a un poivrier, du Sichuan, des néfliers, des arbousiers, des amandiers, et ils sont au milieu d'érables du Japon, des céanotes qui vont faire une très très belle floraison bleue dans vraiment pas longtemps, des abélias, voilà, des petites choses qui sont juste jolies et pas forcément comestibles, mais le tout est mêlé ensemble et ça fait comme si c'était des buissons, sauf que ça produit de la nourriture en même temps. Ici, ça c'est un pistachier qui est en train de fleurir. L'année dernière, j'ai eu une pistache, mais elle était vide parce qu'il y avait une mauvaise pollinisation vu que, vous voyez, l'arbre est tout petit. Donc on verra bien cette année ce que ça va donner. Ici, c'est les framboisiers gold. Il y a de la pervenche aussi, juste pour faire beau. Et ici, on a un mix entre les belles fleurs d'une glycine et une autre grimpante. C'est Akebia kinata. Et là, il y a les petites saucisses qui sont en train de se former, vous voyez. Alors, j'espère que cette année, il aurait été bien pollinisé, puisqu'il en faut 2, en fait, pour la pollinisation. Ici, on a un pommier et un prunier juste à côté. Les deux ont des fruits et ils sont en compagnie d'un oranger du Mexique. Pareil, très belle floraison, très bonne odeur. Ici, on a un amandier. Donc, on voit que pour l'instant, les amandes n'ont pas pris le gel et sont bien en train de se former. Elles ont été pollinisées cette année, contrairement à l'année dernière. On voit qu'elles grossissent vraiment bien. Donc ça pareil, c'est cool, c'est en plein milieu de la partie ornementale, mais ça produit quoi. Ensuite ici, on a une vigne qui va se mêler avec les clématites et les rosiers. Donc là, il faut que je le guide un peu pour qu'on puisse repasser dessous. Mais vous voyez qu'il y a plein de petites grappes
Il y a plein de petites grappes qui sont en train de se faire. Ici, on a un pêcher qui profite de la réverbération du mur quand il est en fleurs pour pas trop geler. En tout cas, il gèle toujours moins qu'ailleurs. Et on voit ici qu'il y a des petites pêches en formation. Et à l'intérieur, il y a un chèvrefeuille ornemental qui pousse et qui monte jusqu'en haut. Et pareil, là, il va garder son feuillage l'hiver, donc ça le garnit, puis ensuite ça fleurit, ça sent bon, c'est mellifère, etc. Ensuite ici, on a la première partie petits fruits. Alors je sais que dans le design en permaculture, ils vont vous dire de mettre le jardin potager où vous avez besoin d'arroser le plus proche de la maison, sauf que moi c'était pas possible parce qu'en fait là vous voyez, il y a des sapins qui font énormément d'ombre et donc moi si je mets des cultures ici, ça a vraiment du mal. Pas que à cause de l'ombre, mais aussi parce que les sapins, je sais pas exactement quelle allélopathie ça engendre, mais on dirait que le sol est vachement sec en fait, vachement plus sec que sous le tilleul qui est ici, puisque vous voyez en fait tout mon autre jardin, il est bien aussi devant le tilleul, donc aussi à l'ombre, enfin en tout cas une partie de la journée, et pourtant ça pousse bien. Mais alors là, c'est un petit peu chaud. Donc par contre, toute cette partie là, vous voyez, tout ça c'est que des petits fraisiers. Donc il y a au moins 20 mètres carrés de fraisiers et on a beaucoup de framboisiers, de cassis, de groseilles. Là on a des pommiers, là on a un pêcher, un poirier, un hachis, un espèce de cerisier croisé avec une prune. Voilà. Et là on a toute une ligne aussi avec des arbres fruitiers, des pruniers, des oliviers, etc. Cette partie ici, bon là actuellement il n'y a pas grand chose parce que c'est la fin de l'hiver, nous. Donc il n'y a pas beaucoup de culture. Mais en gros, là c'est des petits pois, ça c'est de l'ail, là-bas il y a une ligne d'oignons, des échalotes, des salades, des choses comme ça. C'est ici qu'on va mettre les trucs où il y a besoin d'arroser, les poivrons et tout, et puis ça continuera derrière là. Et puis après vous avez les ruches, mais on les voit pas. Je pensais qu'on les voyait dans la vidéo, mais non. Donc tout derrière, il y a encore autant de surface, le double de ça en culture, avec des lignes d'arbres dans le sens nord-sud. Je vais revenir à cette vue en fait. L'année dernière, donc ici on a clôturé là, alors qu'avant les moutons ils avaient jusqu'ici. Et là en fait tout ce que vous voyez plus clair, c'est des ouvertures en filet. Il y a 5 portes pour que le tracteur en fait puisse reculer avec le fumier qu'on vient prendre là. Donc on charge dans la bénette et ensuite on vient vider le fumier dans une des parties. L'idée c'est d'avoir une rotation, c'est-à-dire que la première année par exemple, cette année on a mis le fumier ici, là faut qu'on retourne encore, mais le fumier il est là. Donc le fumier il est ici, donc c'est une zone où on va pouvoir planter les gourmands, c'est-à-dire les courges, les tomates, les choses comme ça. Ensuite, ici, là, c'est une zone pauvre, donc j'ai mis des oignons, j'ai mis des fèves et je mettrai sûrement des haricots. Et il y a une troisième zone, c'est les patates, où on a mis un tout petit peu de fumier, mais pas beaucoup. C'est pour ça qu'on a ouvert là, pour pouvoir vider directement tout ce qui est à l'intérieur. Je vous rappelle qu'au départ, on a commencé avec 4 moutons et que, ma foi, ça nous suffisait, puisque en fait, au début, on mangeait quand même très peu de viande. Sauf que quand on mange de bons produits, on commence à y prendre goût. Et c'est vrai que maintenant, on mange beaucoup plus de viande, vraiment beaucoup plus. Et du coup, on a aussi augmenté le cheptel parce qu'au final, s'occuper de 4 moutons ou de 10 moutons ou de 10 moutons, c'est pas vraiment plus fatigant au final. Par contre, ça fait beaucoup plus de crottes. Donc ce qu'on pouvait faire avant à la pelle et à la brouette, maintenant ça devient assez compliqué. Il faut savoir que là, actuellement, avec les naissances, sachant qu'il va rester soit 1, soit 2 naissances encore, on est à 30 au 20 caprins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc tout ce petit beau monde fait des cacas tous les jours. Donc ça représente un fumier conséquent. De même pour les poules, il y a aussi pas mal de crottes de poules qu'on fait encore à la brouette, mais ça commence à faire quand même un sacré tas d'excréments et de fumier à déplacer et à transformer. Alors là, heureusement, c'est pas très très loin, mais avec la bénette, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup moins lourd. Donc bien sûr, on pourrait le faire avec des choses style brouette thermique, etc. Mais on n'en a pas. Et comme ça me tenait vraiment à cœur de récupérer le tracteur de mon grand-père, j'ai pas envie d'avoir des trucs double emploi. Donc ça nous convient très bien de fonctionner comme ça. Autre chose... Donc cette année, j'ai vraiment envie qu'on termine le liner ici. J'ai vraiment envie de réussir à faire mon système de pompage pour remonter l'eau du ruisseau ici. Et ensuite, les prochaines années, j'aimerais qu'à terme ici, il y ait
moins d'herbe. Donc cette zone-là, en fait, c'est que de l'herbe. C'est pratique quand il y a les petits qui viennent pour jouer, voilà, pour les chiennes, pour courir, etc. Mais je pense que là, on va réduire. J'ai commencé à planter ici plein de porte-greffes de pommiers pour que ça fasse une haie de pommiers ici. Là, on a déjà plein de pommiers et là, on en a aussi. Là, ça se voit pas trop parce que quand ça a été tourné, tout n'était pas en feuilles. Mais en gros, là, il y a des pommiers, des poiriers, toute une ligne. Donc l'idée, c'est ici, il faudra faire un grand parterre et qu'il reste un petit peu moins d'herbe. Les canards, c'est bon. Je pense qu'on a à peu près tout organisé comme on voulait. Il faut qu'on continue de mettre des pierres autour, mais bon, ça, c'est bouclé. Ça c'est pareil, c'est bouclé. Ça aussi, ça là j'ai pas trop de choses à changer. De ce côté-là, en fait, il faut qu'on termine. Vous voyez, là on avait mis les petits pavés autour des parterres. Il faut qu'on termine de faire tout autour de tous les parterres. Et ici, il faut qu'on mette des cailloux parce que là, vous voyez, on voit de la terre. Bah, en fait, à force de circuler par là, il n'y a plus du tout d'herbe qui pousse dans cette zone et ça fait très très moche. Les chiennes ont fait des trous, enfin c'est catastrophique. Donc ici, il faut qu'on continue en fait à mettre des cailloux comme ça là et refaire le chemin pour ma grand-mère et un chemin en fait qui vient de là aussi pour aller ici, puisque nous quand on arrive par là. Donc ça aussi, je vous le montrerai peut-être pas forcément parce que c'est long et pénible, ou je vous montrerai quelques étapes, mais voilà, ça c'est un truc qu'on fera où forcément vous aurez un peu moins de contenu vidéo pendant cette période-là. Ensuite, ici, il y a un vieux chenil. Et moi, mes chiens, ils vivent pas dans un chenil. Donc, ce que je vais faire... Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, parce qu'actuellement, dedans, c'est notre stock de bois qu'on sait pas trop quoi faire. C'est-à-dire qu'il y a les lisses et tout, les choses qu'on n'a pas mis dans la grange, parce qu'on devait le tronçonner pour le passer dans la cheminée, mais après, on s'est dit, c'est pas du bois terrible. Donc ça, il faut qu'on le trie. Ce qui est bon, faut qu'on le coupe. Et ce qui est pas bon, faut qu'on le mette ailleurs, quoi, qu'on s'en débarrasse, qu'on le mette dans la forêt. Enfin bref, faut qu'on vide ce chenil. Et j'ai trop envie, en fait, de faire un grand pigeonnier. Pigeon et peut-être caille au sol. Je ne sais pas si les deux sont compatibles, mais pour ça, en fait, c'est un joli chenil hein, avec que du fer forgé sur le contour, mais il faut qu'on fasse un truc sur le dessus, en fait, en fer aussi. Donc, il va falloir qu'on apprenne à souder comme il faut pour faire un truc vraiment très mignon, quoi, une belle volière, quoi. Donc ça, on le fera pas tout de suite, mais j'ai vraiment beaucoup envie de le faire. Il faut qu'on refasse les portes de la grange aussi, les fenêtres et la porte de la cave aussi. Là, vous voyez pas, mais c'est des trucs d'origine, donc c'est vraiment bien abîmé. Ensuite, ici, là, il faut qu'on continue de planter des arbres. On n'en a pas planté beaucoup parce que, en fait, c'est compliqué avec les chèvres de protéger un arbre, franchement. Donc, on a d'abord privilégié toutes les zones en dehors des animaux, mais là, il faut qu'on le fasse. Ensuite, ici, il faut que je récupère ce coin-là, en fait, qui m'appartient, mais actuellement, il est chez mes tantes, donc il faut qu'on refasse la clôture là et qu'on clôture aussi tout là pour que ce soit bien séparé. Donc ça aussi, ça va nous prendre un peu de temps. Et du coup, une fois que ça c'est récupéré, on pourra avoir accès à ça pour débroussailler. On pourra faire l'enduit des box parce qu'actuellement, c'est aussi des parpaings à nu, donc c'est pas très joli, quoi. Et ici, en fait, j'aimerais agrandir un petit peu, mais il faut qu'on voit comment on peut faire des demandes ou quoi. Pour faire quelque chose peut-être pour les poussins premier âge, puisqu'en fait à la base je mettais les poussins ici, sauf que cette année j'ai eu des naissances bien tardives, donc là il va y avoir un problème, je pense, ça va faire trop de monde en même temps, donc j'aurais bien aimé agrandir ici, faire un truc pour les poussins propres, fermés, et en fait là vous le voyez pas, mais tout ça c'est un mur en fait, un mur en pierre assez haut, donc j'aurais aussi aimé m'en servir pour faire comme une serre un peu plus grande que celle que j'ai, parce que celle que j'ai en fait c'est juste pour faire mes semis et les tomates, mais j'aimerais bien avoir quelque chose ici de sympa où je peux faire rentrer les poules en fait pour tout nettoyer, tout dégommer pendant 3-4 semaines vu qu'elles sont juste là les poules, et puis ensuite je referme et je fais mes petites cultures. En plus il y a l'eau qui est ici juste à côté, éventuellement je peux pomper dans le ruisseau juste en bas, donc voilà, il y a un peu de potentiel. Et puis en plus ici c'est une zone où ça pousse pas trop l'herbe parce que les poules sont sans arrêt en train de gratter là, donc ça me permettra de fermer et que ce soit un peu moins moche, quoi. Donc sachant qu'en plus ce mur là il est exposé à l'ouest, presque sud-ouest en fait, donc je pense que le soleil en fait va taper sur le mur et la nuit ça redonnera un petit peu de chaleur, puisque actuellement si je m'assois devant le mur le soir ça me chauffe en fait, je suis vraiment super bien même s'il commence à faire frais, donc je pense que pour les cultures ça peut être vraiment bien, et un mur en pierre va redonner plus de chaleur et va l'accumuler comparé à le verre de ma serre en fait. Donc là je pense qu'il y aura moyen de faire un truc assez sympa quand même.
Voilà, quoi vous dire d'autre? Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Tout dit. Ah oui, un truc que j'aimerais trop aussi, c'est ici, j'aimerais, enfin ça, c'est un peu, on va dire futile, mais j'aimerais vraiment qu'on fasse un très très beau barbecue et four à pain pizza en pierre, quoi, avec les pierres qui sont ici, là. Vous voyez, on en a sorti plein. C'était toutes celles qui étaient dans le sous-sol, enfin dans le plancher du salon. Et on les a sorties. On les a d'abord mis tout autour de la mare, mais il y en a un peu trop, je pense qu'on va en enlever. Et j'aimerais bien m'en servir pour faire ça. Donc on verra selon ce qu'on a comme pierre. Sinon, bah, on en cherchera ailleurs. Là-bas, il y a une ruine à mon oncle, donc je peux aussi récupérer pas mal de pierres. Voilà. Et aussi un truc important que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. J'attire votre attention sur le fait que ici, c'est une cave. Et elle est super bien placée, je trouve, parce qu'elle est vraiment, vous voyez, c'est le premier truc autour de notre outil de production alimentaire, c'est-à-dire que ce soit le potager, les œufs, tout, et ben en fait, vous rentrez là avec votre brouette ou votre machin, vous chargez tout dans la cave, que ce soit les pommes, les fruits, les machins, vous mettez tout dedans, et c'est super pratique, je trouve. Et en plus, il y a une communication intérieure qui arrive juste derrière ma cuisine, en fait. Donc, de la cuisine, on peut aller chercher les bocaux, les pommes de terre, les pommes et tout, directement dans la cave, sans sortir dehors. Et là, on peut rentrer dans la cave sans avoir à rentrer dans la maison, c'est-à-dire salir la maison, etc. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Ils pensaient vraiment bien, hein, les anciens. Ils faisaient des trucs vraiment cool, quoi. Là, je trouve que notre hameau, il est hyper bien pensé pour tout. Alors, moi, c'est dommage parce qu'en fait, j'ai pas de vraie grange en fait. Là, bon, il y a bien celle-ci, mais c'est un étage de grange. C'est pas pareil qu'une grange comme ça, vous pouvez rentrer le tracteur, etc. C'est vraiment un truc qui nous manquerait. Sauf que là, je crois depuis 2017, le PLU, il a changé et moi, je suis en zone agricole. Et donc là, je peux rien faire. Donc tout ça, c'était déjà là. Donc je sais même pas si la serre ici, ça va passer. Celle-là, oui, parce que en fait, elle fait que 7 mètres carrés et tout est en dessous d'un mètre 80, sauf, vous voyez, la ligne ici. Ça, c'est très bas, ça fait 1,40 m, je pense, sur les côtés. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais là, une grande serre, je ne sais même pas si ça va le faire, quoi. À moins que on soit en tant qu'exploitant agricole. Mais voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, c'est vraiment la chose qui me manque et je ne peux pas construire ici, quoi. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. J'espère que vous avez un petit peu mieux compris les choses. Ah oui, pour finir aussi, je voulais dire que cette organisation-là, on s'est organisé comme ça parce que le terrain, il était fait comme ça, en fait. Ça aurait été bien mieux. Il y a des choses qui auraient pu être mieux, par exemple de mettre les poules avant les canards, parce que les canards, en fait, ils salissent l'eau de la source qui est super pure, et ensuite ça va là. Sauf que les canards, on en fait beaucoup moins que les poules, donc les poules avaient besoin d'une grande surface, et nous, on avait commencé par faire ces petits enclos, parce qu'avant, tout ça, c'était la jument. Donc en fait, nous, ça s'est organisé comme ça. Donc voilà, là, j'ai pas pu mettre mon potager ici. Donc le potager, je l'ai mis là. Cette zone, on n'a pas pu la faire en premier parce qu'au départ, on avait encore la jument de mon père. Donc on avait besoin de surface parce qu'on n'avait pas du tout d'autres terrains. Quand on a acheté l'autre terrain, on s'est permis de réduire un petit peu celui-là. Voilà. Donc voilà, il y a plein de petits choix qu'on a fait qui sont pas forcément les plus judicieux. Enfin, faut savoir que moi, quand je suis arrivée, en fait, c'est pas genre vous achetez une maison, vous êtes chez vous. Moi, je suis arrivée, c'était la maison de mon grand-père. Donc ma grand-mère, elle est toujours avec nous, en fait. Donc au départ, c'était compliqué de trouver sa place, en fait, et de coloniser. C'est-à-dire que le jardin, c'était son jardin. Fallait pas modifier trop ce qu'elle avait. Donc j'ai fait petit à petit. Et moins, en fait, plus elle avançait dans l'âge, moins elle pouvait faire de choses. Donc plus elle me laissait des zones où elle s'en foutait, en fait. Et donc c'est comme ça que je me suis agrandie. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai commencé par là, parce que si j'avais commencé direct un grand machin comme ça, elle m'aurait dit non mais toi, t'es folle ma petite. Et il faut aussi faire ses preuves, on va dire. Là maintenant, mon oncle il me suit. Je lui dis un truc, je lui dis allez, on va prendre ce terrain-là, on va faire ci, ça. Mon oncle, il me suit maintenant. Mais franchement, je suis sûre que quand je suis arrivée, que je sortais de la fac et tout, je lui aurais dit allez, on va faire ça, ça, ça. Jamais il aurait cru en fait qu'on aurait été capable de gérer ça. Et maintenant qu'il voit qu'on est capable,
et ben il va m'aider à faire des trucs, il va me donner des conseils sur certains trucs. Là, par exemple, jamais il m'aurait donné ça en sortant de la fac, quoi. Il m'aurait dit, tu vas jamais t'en sortir. Là, il a vu comment nous, avec les chèvres, on a débroussaillé des zones. Il s'est dit, ben voilà, c'est super utile. Donc, il nous a donné ce petit bout. Donc, tout ça, c'est des occasions qu'on n'aurait jamais pu avoir au tout début, en fait. Et il va falloir, vous, soit faire vos preuves auprès de vos voisins, soit auprès de votre famille, si vous êtes aussi en hameau familial. Après, si vous achetez un truc, vous êtes tranquille, pépouze, et vous avez tout directement, tant mieux pour vous, vous avez de la chance. Nous, c'était pas le cas, on avait avec ce qu'on avait, quoi. Mais par contre, on a eu énormément de chance parce que le potentiel, il était là, quoi. Alors, quand on est arrivé, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait rien du tout, en fait. Tout ça, c'était un pré pour la jument. Donc là, c'était que de l'herbe. Tout ça, là, il y avait rien. Il y avait juste cet acacia. Là, il y avait le sapin et ça, c'est un frêne. Les box, ils étaient là, mais ils n'étaient pas organisés comme on a organisé à l'intérieur. Hein. C'était tout vide. Et voilà. Et là, il y avait rien du tout. Ici, il y avait une vigne ici, qui est toujours, un pêcher ici, qui est toujours, un magnolia, et tout le reste, il y avait rien. Un petit buis ici. Le buis, il était là, l'acacia était déjà là, mais c'est tout en fait. Il n'y avait rien du tout. Donc toutes ces petites choses-là, tout ça, c'est nous qui les avons plantées, quoi. Tout ça, là, tout ça, tout ce que vous voyez là, tout ça, ça a été organisé par nous. Donc toutes les clôtures que vous voyez là, c'est nous qui les avons faites. Tout est clôturé aussi ici, mais moins haut pour les lapins, parce qu'on a aussi beaucoup de lapins de Garenne. Donc voilà, tout ce que vous voyez là, tout ça, on l'a fait de nos petites mimines. Donc ça a pris du temps, mais ça commence à prendre forme. Et là, je trouve que chaque chose est à sa place. Ce qui n'était pas le cas du début, où c'était peut-être un peu brouillon. Mais là, on arrive quand même à faire un truc qui nous convient, qui est assez pratique. On a l'eau partout, là, c'est-à-dire qu'actuellement, l'eau, en fait, on donne de l'eau à personne, là, actuellement, puisque l'eau, elle arrive en continu ici. Donc les canards, ils ont tout le temps de l'eau propre. Là, les poules et les moutons, ils ont l'eau du ruisseau, plus ici, on a un abreuvoir à niveau constant. Donc en fait, ça c'est assez bien organisé, on n'a pas besoin de s'embêter avec l'eau. Ah si, on a besoin de s'embêter actuellement dans le garage, puisque y a les poussins. Donc là par contre, on met l'eau, mais c'est pas beaucoup d'eau quand même. L'eau on prend aux éviers de la maison. Donc voilà. Et ici aussi, là depuis, on a mis juste 2 chèvres, donc c'est pareil, Abdel il a rempli une petite auge exprès pour l'eau avec 2-3 bidons, les bidons bleus là qu'on avait récupérés. Et puis voilà, après ça tient vraiment plusieurs jours, c'est pas trop fatigant. Et puis donc il charge les bidons, il peut même reculer avec la voiture jusque là, donc c'est quand même pas très contraignant. Mais toute cette partie-là, elle est vraiment super pratique, quoi. Dans les poules, on a mis un gros bidon de grain aussi, donc le grain il se recharge très facilement. Tout est vraiment, je trouve, bien pratique par rapport à au début. Au début, avec l'eau, on a galéré. Hein. Ça, je vous assure qu'on a galéré. L'avantage aussi avec cette source et aussi le ruisseau d'ailleurs, c'est que cette année, il n'y a eu qu'un jour où ça a gelé, enfin où l'eau a vraiment gelé, et il y avait quand même un mini trou où l'eau de la source coulait, quoi. Donc en fait, on n'a pas eu à s'embêter comme d'habitude avec l'eau, parce que ça n'a pas gelé. Ici, je sais même plus si ça a gelé. Enfin bref, on n'a vraiment pas trop galéré, quoi. Les autres années, il fallait casser la glace et tout. Au canard, quand il n'y a pas l'eau courante, c'est trop fatigant. Enfin bref, je parle beaucoup, je vais vous assommer. Mais ça vous permet un petit peu de comprendre comment ça fonctionne. Alors, ça va peut-être pas vous servir à grand-chose, parce que bien sûr, vous n'avez pas du tout la même conformation du truc. Ça vous permet de comprendre un petit peu notre cheminement, comment on s'est organisé, par quoi on a commencé, etc. Voilà. Ah oui, et en termes de surface, donc ici, alors cette partie-là, elle doit faire à peu près 3000 m². Le tout fait 5008. Donc, vous voyez, c'est pas hyper grand cette zone-là. Et ensuite, on a la forêt que vous avez vue tout à l'heure, il y a une 30aine d'hectares, et le terrain que vous avez vu qui fait 4,8 hectares. Voilà. Et on est en surpâturage, voilà. Donc on a trop de bêtes par rapport à la surface, idéalement. C'est-à-dire que l'été, on s'en sort, mais l'hiver, on pourrait largement diminuer l'apport en foin en ayant en fait un peu plus de terrain, en préservant un petit peu plus notre herbe que là, vraiment... Enfin voilà, là c'est terrain de golf dans cette zone. On peut s'améliorer là-dessus, ça c'est certain, pour consommer un petit peu moins de foin.
Alors, je voulais juste revenir un petit peu quand même sur les surfaces, parce que c'est quand même important de le préciser. Moi, c'est un héritage familial, les 30 hectares de forêt. Vous n'avez absolument pas besoin de ça pour l'autonomie. Si vous voulez une bonne autonomie en chauffage, si vous êtes un gros consommateur, c'est-à-dire nous, on a entre 11 et 20 stères de bois par an. Donc, c'est quand même beaucoup parce qu'on chauffe une très grande maison. On chauffe en fait les 2 foyers, le mien et celui de ma grand-mère. Donc, c'est une grosse chaudière à bois. Donc, on a besoin vraiment, en presque 15 stères quand il fait bien froid, entre 15 et 20, sinon 11-12. Donc 2 hectares, 3 hectares maximum si vous voulez vraiment vous faire plaisir, avoir un petit coin à champignons, etc., faire un peu de bois d'œuvre. Mais 30 hectares, c'est beaucoup trop. Je n'ai pas le temps en fait de m'occuper de tout ça. Et j'ai même pas le temps d'arpenter toute la forêt chaque année, quoi. En fait, je vais pas partout. Donc ça, vraiment, on l'a parce qu'on l'a, mais c'est pas judicieux dans votre projet. Si vous voulez vous focus sur votre projet d'autonomie et acheter que ce que vous avez besoin, ça, c'est ridicule de prendre autant. C'est une épine dans le pied plus qu'autre chose, quoi. Deuxième chose, actuellement, on manque de surface de prairie, c'est pour ça qu'on veut s'agrandir en prairie. Mais là encore, on sort du cadre de l'autonomie. C'est-à-dire que là, on a beaucoup de moutons, on a beaucoup de chèvres, mais vous n'avez pas besoin de ça pour votre autonomie, en fait. Si vous avez, pour une famille de 4 personnes, 4-5 moutons par an et une chèvre, 2 chèvres, on va dire, qui produisent bien du lait, vous n'avez pas besoin de plus en fait. Donc vous avez besoin des surfaces que vous avez vues là, on va dire 1 hectare avec vos prés et tout, vous faites du pâturage tournant, tranquille, mais vous n'avez pas besoin du grand terrain que j'ai, ni des terrains dont je vous parlerai peut-être bientôt, parce que là je suis en train d'essayer d'en avoir d'autres. Là on est vraiment en train de passer au-delà du cadre de l'autonomie, c'est un peu un projet à la fois passion et à la fois agricole, donc voilà, là c'est plus la peine de me suivre, on va dire, sur ce délire-là. Si vous voulez vraiment rester sur l'autonomie, vous visez des plus petites surfaces, mais que vous exploitez vraiment à fond. Et pour exploiter une surface de pâturage correctement à fond, pour avoir la meilleure rentabilité, il vous faut faire le pâturage tournant. Nous, avec notre travail, c'est très compliqué quand même de faire du pâturage tournant, parce que les jours où on travaille, on ne peut pas les déplacer aussi facilement qu'on voudrait. Donc, on n'est pas les rois du pâturage tournant, et du coup, c'est pas optimisé comme ça le pourrait. Donc vous pouvez faire mieux si vous réfléchissez vraiment à ce problème-là, quoi. Donc même si on a un petit verger, on n'a pas que un verger. Des fois vous me dites combien de surface je cultive. En fin de compte, j'en ai partout. En vue du ciel, vous voyez pas tous les petits arbres en fait qu'il y a, parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore jeunes, mais il y a énormément de fruitiers qui sont partout, contre les murs, au milieu de la partie ornementale. Là on est dans l'enclos des canards, c'est pareil, vous avez un mûrier, un prunier, des kakis, des pêchers, il y a plusieurs mûriers. Donc on profite de tous les enclos, de toutes les clôtures pour mettre des choses. Là vous avez toute une ligne de pommiers. Ici c'est pareil, on voit que de part et d'autre il n'y a que des fruitiers, des pommiers, d'autres petits pommiers là-bas jusqu'au bout. Pareil ici on a une grande vigne. Celle-ci par contre elle est en plein vent, donc elle risque de se taper une gelée sévère. Et il y a aussi plein de grappes partout, elle est très grande. Là toutes les vignes sont taillées. Ici, je profite de tous les murs sud pour mettre des vignes dessus. Hop, d'ailleurs, on va finir de l'attacher. Donc, tous les murs sud ont des vignes. Donc, il y en a une ici et il y en a une autre le long de la grange. Il y en a 2 autres, l'autre elle est à droite. Et là, on voit que tout ça est en train de bien fructifier. Et je vous montrerai les autres qui ne sont pas protégés des murs. En fait, le but, c'est d'avoir plusieurs zones de microclimat différents. S'il y a un coup de gel, il y a quand même de grandes chances que ceux qui soient collés au mur sud soient épargnés si c'est un gel vraiment limite. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de fleurs, donc ça m'embêterait que ça gèle en plus. Parce que là, si tout ça fleurit bien et qu'il n'y a pas de souci, ça devrait être bien productif. Voilà. Ici, on mélange un beau rosier avec des très grosses roses saumon et l'arbre au faisan gold qui va aussi, ne serait-ce qu'avec le feuillage, déjà ça fait joli, mais ensuite ça fait des jolies fleurs et vous pouvez manger les baies. Et juste derrière, on a un mûrier blanc qui fait des baies aussi. Je sais pas si on va en voir quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup sur celui-là, si quand même. Voilà. Ici pareil, à côté de la réserve d'eau, on va mélanger des lilas, un acacia et à la fois des fruitiers. Il y a un pommier juste ici,
un figuier et un pêcher juste derrière. Et ici, on a un mirabellier. Alors, est-ce qu'on va voir quelques petites mirabelles ou est-ce qu'elles sont tombées avec le gel? Oui. Voilà, quelques petites mirabelles en préparation.